Au dîner de remise des diplômes de mon frère, mon père a pris le micro et a dit « L'un d'eux sauve des vies. L'autre est encore en train de chercher sa voie. Elle se cherche encore. Je suis sorti et j'ai coupé les ponts pendant 5 ans. Je m'appelle Rachel Hall. J'ai 29 ans. Quand j'avais 24 ans, mon père s'est levé à une table de restaurant devant 43 personnes célébrant la remise des diplômes de médecine de mon frère et a tapoté son verre de vin avec une fourchette. Tout le monde s'est tu. Il a souri comme il souriait toujours dans ces moments-là, un large sourire étudié, comme s'il l'avait répété devant le miroir de la salle de bain. Il a regardé mon frère et a dit « Nous avons élevé un médecin ». La table a éclaté de joie. Puis il m'a regardé, presque comme une pensée après coup, et a dit « Et nous avons élevé une artiste ». Il a fait une pause juste assez longue. L'un des deux paie les factures. La table a ri. Il s'est assis. Mon frère a ri. Ma mère a souri dans sa serviette. J'ai pris mon sac à main, je suis sorti du Trattoria Stella dans le centre-ville d'Ann Arbor, et je n'ai pas regardé en arrière. Pas pendant 5 ans. Puis un mardi matin de mars, j'étais dans mon appartement à Portland en train de préparer du café quand mon téléphone a vibré sur le comptoir. Mon frère, un message vocal, 4 mots. Appelle-moi, c'est papa. Il n'a rien dit d'autre. Il n'en avait pas besoin. Je savais en appuyant sur lecture que ce qui allait suivre allait me coûter quelque chose. Je ne savais juste pas encore à quel point ma famille m'avait déjà appris. Laissez-moi vous ramener à ce à quoi cela ressemblait de l'extérieur. La famille Hall, lotissement d'Orchard Hills, Saline, Michigan. Maison de style colonial à 4 chambres, garage pour 2 voitures, une boîte aux lettres avec notre nom de famille en lettres capitales. Mon père était chirurgien cardiothoracique à l'hôpital de l'Université du Michigan. Ma mère enseignait la chimie avancée au lycée Pionnier. Mon frère avait 4 ans de plus que moi et voulait être médecin depuis l'âge de 9 ans, lorsque mon père l'avait laissé écouter le battement de cœur d'un patient à travers son stéthoscope lors de la journée « Amenez votre enfant au travail ». Je me souviens d'avoir observé le visage de mon père à ce moment-là. Je ne l'avais jamais vu regarder quoi que ce soit comme il regardait mon frère alors, comme quelque chose qu'il avait construit, comme une preuve. J'étais celle qui dessinait sur tout. Carnet de croquis, serviette en papier, le dos des autorisations de sortie. Ma mère m'a acheté une table à dessin pour mon 12e anniversaire et l'a mise dans le coin de ma chambre, et je l'ai utilisée tous les jours jusqu'à ce que je parte à l'université. Je ne voulais pas être médecin. Je voulais créer des choses. Je voulais concevoir des couvertures de livres, des affiches de musées et des logos qui faisaient que les gens s'arrêtaient de marcher pour vraiment regarder. Je pensais que c'était permis. Je pensais que nous étions le genre de famille où 2 types d'intelligence différents pouvaient coexister. Je me trompais sur ce point. Mon père n'a jamais rien dit de cruel sur mon art quand j'étais enfant. Il ne disait simplement rien du tout. Mon frère rentrait d'une garde en observation à l'hôpital et mon père versait 2 verres de jus d'orange au comptoir de la cuisine, un pour lui, un pour mon frère, et il restait là à parler pendant 1 heure. Des cas médicaux, des dilemmes éthiques. Ce que vous faites quand un patient refuse un traitement. Je rentrais du garage où j'avais peint, et mon père levait brièvement les yeux. Comment s'est passée ta journée? Bien, ça va. Puis il se retournait vers mon frère. J'ai appris à ne plus passer par la cuisine. La table du dîner était la salle d'opération de mon père. Il la dirigeait avec une précision chirurgicale. Il interrogeait mon frère sur sa préparation au MCAT, sur son stage de recherche, sur ses lettres de recommandation. Il me demandait, quand il s'en souvenait, dans quelle matière j'avais des difficultés. J'avais cessé d'avoir des difficultés en classe en première, mais il n'a jamais mis à jour cette supposition. J'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 3,9 et une bourse complète pour l'école d'art et de design Stamp de l'Université du Michigan. Mon père a dit, c'est une vraie école. Pas méchamment, mais avec une curiosité sincère. Je n'ai pas répondu. J'ai fait mes cartons et je suis parti. L'université a été la première fois de ma vie où je me suis senti comme l'intelligente, pas l'artistique, pas l'autre, juste intelligente. J'ai conçu une nouvelle image de marque pour une organisation étudiante à but non lucratif lors de ma 2e année et ils l'ont mise sur des t-shirts et des bannières, et je voyais des gens porter ces t-shirts sur le diag et je ressentais quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de nom. Je sais maintenant ce que c'était. C'était de la fierté qui n'avait besoin de personne d'autre pour la confirmer. J'ai obtenu mon diplôme avec mention en 2018.
J'ai reçu une offre d'emploi d'une agence de design à Détroit avant même de monter sur scène. Je n'ai parlé de l'offre à mon père qu'après l'avoir déjà acceptée. Il a dit, qu'est-ce qu'un graphiste fait réellement de toute la journée? J'ai dit, il crée des choses dont les gens se souviennent. Il a dit, HM. Et il s'est retourné vers son café. J'ai déménagé à Détroit, puis à Chicago, puis à Portland, en Oregon. À 27 ans, lorsque j'ai été embauchée comme directrice artistique senior dans un studio de branding du Pearl District appelé Foundry Creative, mon salaire était de 81 000 € par an. J'avais un appartement d'une chambre sur la Northwest 23rd avec des briques apparentes et une fenêtre que je gardais couverte d'images de référence et d'échantillons de couleurs. J'avais une thérapeute nommée Dr Okafor que je voyais un jeudi sur deux. J'avais des amis, des vrais, le genre que l'on rencontre à la fin de la vingtaine quand tout le monde a fini de jouer un rôle. Je construisais quelque chose. Je pouvais le sentir. La remise des diplômes de médecine de mon frère était le 14 mai 2020. Le Covid avait repoussé la cérémonie d'1 an. Et quand elle a finalement eu lieu, mon père a organisé un dîner au Trattoria Stella et a invité tout le monde, grands-parents, tantes, collègues de mon père, son chef de département. 43 personnes dans la salle à manger privée. J'ai pris l'avion depuis Portland parce que mon frère me l'avait demandé et parce que je croyais encore, à 24 ans, que ces événements étaient ceux auxquels on devait assister, quoi qu'il arrive. Mon frère l'avait mérité. Je veux être clair à ce sujet. Il avait travaillé très dur. 6 ans d'études de médecine, des horaires brutaux, pas de sommeil, un niveau de discipline que je respectais sincèrement. J'étais fier de lui. Je le lui ai dit sur le parking avant que nous entrions. Il m'a serré dans ses bras et a dit, « Je suis content que tu sois là, Ra. » Je l'ai cru. Le dîner était magnifique. De vrais nappes en lin, 4 plats, un sommelier, mon père à la tête de la table, le visage rougi par un week-end de golf, portant le blazer bleu qu'il réservait aux occasions qu'il jugeait dignes de lui. Il était dans son élément. Il s'est levé 3 fois pour porter un toast. Le troisième était celui qui comptait. Il a levé son verre et a regardé mon frère. Sa voix était chaude, pleine, la voix qu'il utilisait lorsqu'il jouait le bonheur plutôt que de le ressentir. Il a parlé du jour où mon frère est rentré de cette visite à l'hôpital à 9 ans et a annoncé qu'il allait devenir chirurgien. Il a parlé de l'éthique de travail de mon frère, de sa compassion, de son avenir. Puis il m'a regardé et il a souri. Et j'ai pensé, pendant une petite seconde stupide, qu'il allait m'inclure dans quelque chose. Et puis il y a Rachel, a-t-il dit, qui se cherche encore à 24 ans. Il l'a dit comme on dit la chute d'une blague que l'on a parfaitement préparée. La salle a ri. Les collègues ont ri. Ma grand-mère a ri de cette manière confuse qu'elle avait de rire aux choses qu'elle n'entendait pas complètement. Mon frère a souri dans son verre de vin. Ma mère regardait déjà son assiette. Je n'ai pas pleuré. Je veux le dire clairement. J'ai posé ma serviette sur la table, j'ai pris mon sac à main, j'ai traversé la salle à manger et la porte d'entrée pour me retrouver dans l'air de mai sur Washington Street, et je suis resté sur le trottoir pendant exactement 90 secondes. Puis j'ai appelé un Uber. Puis je suis allé à l'hôtel que j'avais réservé, pas dans ma chambre d'enfant, jamais ça. Et je me suis allongé sur le lit, j'ai fixé le plafond et j'ai pensé, je ne laisserai pas cela être la dernière chose. Mon téléphone s'est allumé à 23h17. Mon frère. Ra, où es-tu passé? Papa demande. Je l'ai retourné face contre la table. À 23h52, ma mère. Est-ce que ça va? Tu sais comment est ton père? J'ai bloqué son numéro. Puis celui de mon père. Puis celui de mon frère. Ensuite, j'ai fait une liste dans l'application Notes de mon téléphone de chaque tante, oncle et cousin qui avaient ri dans cette pièce. 8 contacts supprimés en 4 minutes. Puis je me suis recouché et j'ai fait un autre type de liste. Pas des noms, des règles. Des choses que je ne ferai plus. Je ne prendrai pas l'avion pour des événements qui ne sont pas pour moi. Je ne m'assiérai pas à des tables où ma valeur est mesurée par rapport à celle de mon frère. Je n'attendrai pas que mon père change. Je n'expliquerai pas mon travail à quelqu'un qui ne veut pas le comprendre. Je n'aurai pas besoin d'eux. Je suis retourné à Portland le lendemain matin. J'ai pleuré dans l'avion, de ce genre de pleurs silencieux, en regardant par la fenêtre au-dessus des Rocheuses. Non pas parce que j'étais brisé, mais parce que j'en avais fini.
Les 2 années suivantes ont été les plus productives de ma vie. Je me suis investi à fond dans Foundry Creative. J'ai dirigé la refonte de l'image de marque d'un système hospitalier régional. L'ironie ne m'a pas échappé. Cela a remporté un prix de l'industrie du design en 2022. Mon salaire est passé à 91 000 €. J'ai commencé à prendre des clients en freelance le soir et le week-end. Une marque de vêtements de plein air de Seattle, un groupe de restaurants de San Francisco, une organisation à but non lucratif de New York qui travaillait avec des étudiants universitaires de première génération. Pour cette dernière, j'ai facturé la moitié de mon tarif habituel parce que j'aimais ce qu'ils faisaient. Je ne l'ai dit à personne. J'ai adopté un chat du refuge du comté de Multnomah, un tabby gris nommé Vespé. J'ai rejoint un studio de céramique sur Burnside et j'y allais tous les dimanches matins. J'ai commencé à courir, mal au début, puis moins mal. J'ai couru le semi-marathon de Portland en octobre 2022. Mon temps d'arrivée était de 2 h 09 minutes. J'ai pris une photo de la médaille et l'ai envoyée par texto à la Dr Okafor et à mes 2 amis les plus proches du studio, Maya et Dom. Je ne l'ai publié nulle part. C'était trop bon pour le partager avec des inconnus. Je ne parlais pas de ma famille à la plupart des gens. Quand la question se posait lors de dîners, au travail, avec les personnes que je fréquentais, je disais que ma famille était dans le Michigan et que nous n'étions pas proches. C'était assez précis. Les quelques personnes à qui je faisais assez confiance pour en dire plus comprenaient sans que j'aie besoin de tout cataloguer. Le père de mon ami Maya n'avait jamais appris son nom correctement en 31 ans. Dom avait une sœur qui n'appelait que lorsqu'elle avait besoin d'argent. Nous avions construit notre propre table. Personne n'avait à mériter sa place. Puis est arrivé le mois de mars de cette année, un mardi. J'étais debout au comptoir de ma cuisine, attendant que l'espresso coule. Vespé se faufilait entre mes pieds, le Pearl District encore gris dehors par la fenêtre à 7h40 du matin. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Indicatif régional de Portland. J'ai pensé à du spam. Puis il a vibré à nouveau. Même numéro. Puis une notification de messagerie vocale est apparue. J'ai failli ne pas l'écouter. J'ai appuyé sur lecture parce que je n'avais rien d'autre à faire de mes mains pendant que le café finissait. Ra, c'est moi. La voix de mon frère. Plus vieille. Quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Une finesse, comme un fil trop tendu. Appelle-moi. C'est papa, s'il te plaît. Je suis resté dans ma cuisine pendant 6 minutes sans bouger. Vespé a sauté sur le comptoir et je l'ai prise dans mes bras, et j'ai pensé à toutes les façons dont ce message vocal pourrait se dérouler. Aucune d'entre elles n'était bonne. Je l'ai rappelé à 8h30. Il a répondu avant la 2e sonnerie. Merci, a-t-il dit immédiatement. Merci d'avoir appelé. Le soulagement dans sa voix m'a rendu prudente. Que s'est-il passé? Papa a eu un accident vasculaire cérébral il y a 3 semaines. Il est stable maintenant, mais Ra, il a besoin d'une opération. Son artère carotide. C'est sérieux. Il a fait une pause. Il a demandé à te voir. Quelque chose dans ma mâchoire s'est crispé. Vraiment? Je sais. Je sais comment ça sonne, mais c'est grave. Et maman ne peut pas gérer ça toute seule, et je suis son médecin traitant, donc je ne peux pas être son chirurgien. Et j'ai besoin de quelqu'un qui ne soit pas moi pour être dans cette maison en ce moment. Pourquoi moi? Parce que tu es la seule qui a toujours géré les choses sans s'effondrer. J'ai failli dire, tu as remarqué ça. J'ai failli dire beaucoup de choses. Au lieu de cela, j'ai posé des questions sur l'opération, le calendrier, le pronostic. Mon frère m'a tout expliqué comme il le ferait à la famille d'un patient. Clair, mesuré, clinique. Il avait appris cela de notre père. J'avais passé 5 ans à ne pas penser à ce que notre père nous avait appris à tous les deux. Il s'est avéré qu'il nous avait appris beaucoup de choses. Nous ne l'avions simplement pas reconnu comme venant de lui avant d'être plus âgé. J'ai dit que j'avais besoin de 48 heures. Il a dit, d'accord. Il m'a envoyé l'adresse de la maison de nos parents, la même maison, le même lotissement, et j'ai failli répondre, je connais l'adresse, mais je ne l'ai pas fait. J'ai appelé la Dr Okafor cet après-midi-là, session d'urgence. Elle m'a posé la même question qu'elle posait toujours lorsque ma famille était évoquée.
Que leur devez-vous? J'ai dit, rien. Elle a dit, alors, qu'est-ce qui vous pousse à y aller? Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr que cela concernait mon père du tout. Peut-être que c'était pour revoir la maison et ne pas m'effondrer. Peut-être que c'était pour me prouver que ces 5 ans avaient réellement fait ce dont j'avais besoin qu'ils fassent. Elle a dit, cela mérite d'être examiné. Elle n'a pas dit oui. Elle n'a pas dit non. Elle ne le faisait jamais. Et j'avais cessé de lui en vouloir pour ça. J'ai réservé un vol pour Détroit pour le vendredi. Allez simple. Je ne savais pas combien de temps j'aurais besoin. J'ai écrit mes conditions dans mon journal le jeudi soir. Pas pour le drame, pour la clarté. Je ne resterai pas dormir à la maison. Je ne m'excuserai pas pour les 5 dernières années. Je ne laisserai pas ma mère gérer mes émotions pour son propre confort. Je ne discuterai pas de ma carrière comme si elle nécessitait d'être défendue. Je parlerai à mon père. C'est tout. Je partirai quand je déciderai de partir. J'ai envoyé un message à mon frère. Je serai là samedi avant midi. Je ne reste pas à la maison. J'ai un hôtel. Il a répondu, c'est bien. Merci. J'ai atterri à l'aéroport métropolitain de Détroit-Wayne County à 9h47. Le trajet de l'aéroport à Saline a duré 41 minutes un samedi. J'avais loué une voiture parce que je ne voulais dépendre de personne pour le transport. Le ciel d'octobre était plat et gris comme le ciel du Michigan le devient en automne, comme si quelqu'un avait jeté une bâche sur le soleil. J'ai traversé Saline sur les routes que j'avais empruntées 1000 fois. Et rien n'avait changé, sauf que le Panera sur Michigan Avenue était maintenant une banque Chase. Je suis resté assise dans la voiture de location dans l'allée pendant 3 minutes. La maison était la même. Volet bleu, le boulot dans le jardin de devant qui était là depuis que j'avais 7 ans. Le pot en céramique de ma mère sur le porche avec l'arrangement saisonnier qu'elle plantait chaque octobre sans faute. Normal, préservé, une boule à neige d'une vie que j'avais quittée. J'ai envoyé un message à mon frère. Je suis dehors. La porte d'entrée s'est ouverte avant que j'atteigne les marches du porche. Ma mère. Elle était plus petite que dans mes souvenirs. Ou peut-être que j'étais simplement différente maintenant. Elle portait ses lunettes de lecture relevées sur sa tête, ce qui signifiait qu'elle était en train de faire quelque chose quand je suis arrivé et qu'elle venait de le poser. Ses yeux étaient rouges. Pas de pleurs récents, mais de semaines de pleurs. Je reconnaissais la différence. « Tu es venu ?» a-t-elle dit. J'ai dit que je viendrais. Elle s'est avancée pour me serrer dans ses bras et je l'ai laissé faire brièvement. J'ai reculé avant qu'elle ne puisse s'accrocher. « Comment va-t-il » ai-je demandé. Fatigué. Effrayé, je pense, bien qu'il ne le dise pas. Elle a tenu la porte ouverte. Il est dans le bureau. Je suis entré. La maison sentait comme toujours, le café, et la marque spécifique d'adoucissant que ma mère utilisait depuis 30 ans, et quelque chose en dessous, l'odeur d'une maison qui avait été habitée assez longtemps pour porter sa propre mémoire. Je ne me suis pas permis de rester là et de la respirer. J'ai continué à avancer. Le salon était presque exactement comme je m'en souvenais. Les mêmes photos encadrées sur le mur au-dessus du piano. Le diplôme de médecine de mon frère, sa photo de remise de diplôme universitaire, sa photo de remise de diplôme du lycée, le portrait de famille que nous avions fait chez J.C. Penney quand j'avais 11 ans et mon frère 13, tous les deux en kaki assortis, la photo de mariage de mes parents. Je me suis tenu devant ce mur et j'ai compté 17 choses encadrées. J'apparaissais dans 3 d'entre elles, le portrait de J.C. Penney, une photo de Noël de quand j'avais peut-être 7 ans, et une photo de groupe pour le 80e anniversaire de ma grand-mère. 0 de ma remise de diplôme universitaire, 0 de toute étape professionnelle. Le mur avait été édité de la même manière qu'un article de Wikipédia est édité, discrètement au fil du temps, jusqu'à ce que la version originale soit quelque chose que vous devez chercher. Mon père était dans le bureau au fond de la maison. Il était dans le fauteuil en cuir qui était là depuis que j'étais au collège. Une couverture en polaire sur ses jambes, ce qui était la chose la plus surprenante. Mon père, qui opérait des cœurs humains, sous une couverture comme le grand-père de quelqu'un. Il m'a regardé quand je suis entré, et quelque chose a traversé son visage auquel je ne m'attendais pas. Pas de la culpabilité, quelque chose de plus proche du soulagement. Comme s'il avait attendu un verdict et que le juge était enfin arrivé. « Rachel » a-t-il dit.
Sa voix était plus lente que dans mes souvenirs. L'AVC avait touché quelque chose dans son tempo. Salut, ai-je dit. Je n'ai rien ajouté. Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui, celui que ma mère utilisait toujours, et je l'ai regardé directement. J'avais répété ça, pas les mots, la fermeté. Nous sommes restés assis en silence un moment. Il a parlé le premier. Tu as l'air toi-même. Je suis moi-même. Je sais. Il a bougé légèrement. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Mon frère a demandé. Je suis content qu'il l'ait fait. Il a regardé ses mains. Je suis désolé, Rachel, pour ce que j'ai dit au dîner. J'ai voulu dire ça depuis longtemps. J'ai attendu de sentir quelque chose changer. Quelque chose n'a pas changé. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que j'avais tort. Et je ne gère pas bien ça. Je sais que tu ne le gères pas bien. J'ai gardé ma voix égale. Le pensais-tu quand tu as dit que je me cherchais encore? Il est resté silencieux. Papa? Je ne comprenais pas ce que tu faisais, a-t-il dit finalement. Je comprends la réussite sous certaines formes. Le travail de ton frère ressemblait à la forme que je connaissais. Le tien non. Ce n'était pas juste. C'était ma limitation, pas la tienne. C'était la chose la plus proche d'une excuse que mon père m'ait jamais offerte en 29 ans. Je l'ai laissé atterrir. Je n'ai pas fait semblant d'être ému par cela. J'ai dit, merci d'avoir dit ça. Je le pensais partiellement. Partiellement. J'étais assise là, pensant à ce que je devais faire d'autre pendant que j'étais dans cette maison. Nous avons parlé pendant 1 heure du calendrier de l'opération, de ce à quoi ressemblerait la convalescence, du rôle de mon frère dans sa gestion. Mon père m'a posé des questions sur Portland, sur mon travail. Quand je lui ai parlé de la refonte de l'hôpital qui a remporté le prix, il a dit, c'est du bon travail, Rachel. Sincèrement. C'était une chose si simple. C'était la chose la plus simple possible. Et j'ai remarqué ce que cela m'a coûté de l'entendre. Le petit chagrin de réaliser depuis combien de temps j'avais vécu sans cela. Avant que je quitte le bureau, mon frère est apparu dans l'embrasure de la porte et a dit qu'il voulait me montrer quelque chose qu'il avait trouvé quand lui et ma mère parcouraient les dossiers du bureau pour rassembler les documents d'assurance. Il l'a dit sur un ton prudent, le ton qu'il utilisait quand il était sur le point de dire quelque chose qu'il ne savait pas tout à fait comment dire. Il m'a conduite dans le couloir, loin du bureau. Il tenait une enveloppe en manille. J'ai trouvé ça il y a 2 semaines quand je cherchais le testament de papa, a-t-il dit. Je ne savais pas quoi en faire. Il me l'a tendu. L'adresse de l'expéditeur sur l'enveloppe était l'école d'art de Yale. Le cachet de la poste datait d'avril 2016, ma dernière année de lycée. L'enveloppe avait été ouverte. Mes mains étaient parfaitement stables. J'ai sorti la lettre. Chère mademoiselle Hall, nous avons le plaisir de vous offrir l'admission au programme de master en Beaux-Arts à partir de septembre 2016 avec une bourse de mérite complète d'une valeur de 48 000 € par an pour 2 ans. Je l'ai lu 3 fois, non pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que j'avais besoin de confirmer que c'était réel. J'avais postulé au programme de MFA de Yale à l'automne de ma dernière année de lycée, pas pour y assister. J'avais 17 ans. Je n'avais pas encore de diplôme de premier cycle. J'avais participé à leur revue de portfolio national pour les lycéens, ce qui entraînait parfois des offres d'admission anticipées à leur programme intensif préuniversitaire et, occasionnellement, rarement, offrait une admission de premier cycle différée aux étudiants qu'ils considéraient comme exceptionnels. J'avais soumis un portfolio de 43 pièces. Je n'avais jamais eu de réponse. J'avais supposé que je n'avais pas été retenu. J'avais postulé à Michigan à la place, j'y avais obtenu une bourse et j'étais passé à autre chose. Je me tenais dans le couloir de ma maison d'enfance, tenant une lettre de 2016 que je n'avais jamais vue. J'ai regardé mon frère. Son visage me disait qu'il comprenait déjà ce que je regardais. Où était-elle, ai-je demandé. Dans le classeur, au fond du tiroir, dans un dossier intitulé Rachel divers. Je suis retourné dans le bureau. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai jamais été quelqu'un qui élève la voix quand cela compte le plus. Je me suis assise dans le fauteuil en face de mon père à nouveau et j'ai posé la lettre sur la table basse entre nous, et je l'ai tournée pour qu'il puisse la lire, et j'ai attendu. Il l'a regardée pendant un long moment.
Son visage n'a pas changé comme je m'y attendais. Il n'avait pas l'air pris au piège. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air, pour la première fois de ma mémoire, vraiment vieux. Papa? Tu avais 17 ans, a-t-il dit doucement. J'avais 17 ans et quelqu'un à Yale pensait que j'étais assez exceptionnel pour m'offrir une bourse. Tu serais parti. Tu aurais été à New Haven à 17 ans sans aucun plan. Non, c'était ma décision à prendre. Tu étais une enfant. J'étais ton enfant, pas quelque chose à cacher. J'ai gardé ma voix égale, complètement égale. Tu as décidé que mon avenir t'appartenait. Tu as pris cette lettre, tu l'as mise dans un dossier, tu l'as classée dans un tiroir et tu m'as laissé croire que je n'étais pas assez bonne pendant 13 ans. Il a fermé les yeux. Tu t'es tenu devant 43 personnes et tu as dit que je me cherchais encore. M. A voix n'a pas vacillé. Je m'étais trouvé à 17 ans. Tu ne voulais simplement pas le voir. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle avait écouté, je pense, depuis le couloir. Diane? Mon père a dit son nom comme une question. Elle m'a regardé. Quelque chose sur son visage s'est brisé, de la manière dont les choses se brisent quand elles ont été maintenues ensemble au-delà du point de rupture. Je savais, a-t-elle dit doucement. Je savais pour la lettre. Il avait peur que tu partes et que tu ne reviennes pas. Elle a mis sa main sur sa bouche. J'aurais dû te le dire. J'y ai pensé chaque année depuis. J'ai regardé ma mère pendant un long moment. Elle s'était tenue à cette table et avait souri dans sa serviette. Elle avait regardé cette salle à manger rire et n'avait rien fait. Elle savait pour une lettre de Yale depuis 13 ans et n'avait rien dit. Et j'ai pensé à ce que ma thérapeute avait dit une fois, sur le fait que la complicité ne ressemble pas toujours à de la cruauté. Parfois, cela ressemble juste à une femme qui a trop peur de son mari pour faire un choix différent pendant 29 ans d'affilée. J'ai dit, je sais que vous êtes désolés. Je l'ai dit à tous les deux. Je vais avoir besoin de temps avec tout ça. Je me suis levé. Je reviendrai demain pour parler de la logistique de l'opération. Je ne fais pas ça aujourd'hui. Rachel, a dit mon père. Je reviendrai demain. J'ai ramassé l'enveloppe en manille. Je l'ai emportée avec moi. Mon frère m'a accompagné jusqu'à la porte. Dehors sur le porche, dans l'air froid d'octobre du Michigan, il avait l'air de ne pas savoir quoi faire de ses mains. Je ne savais pas, a-t-il dit, à propos de la lettre. Je le jure, je ne savais pas. Je te crois. Je suis désolé. J'ai ri au dîner. J'y ai pensé. Il a expiré. J'ai été lâche et je suis désolé. J'ai regardé mon frère, cette personne qui avait occupé la place d'honneur à la table depuis aussi longtemps que je me souvienne, qui avait été la forme de réussite que mon père comprenait, qui avait aussi, à sa manière, vécu à l'intérieur d'un ensemble d'attentes qu'il n'avait jamais choisi. Je ne lui ai pas pardonné à ce moment-là, mais je n'ai pas non plus fermé la porte. Parlons-en demain, ai-je dit. Il a hoché la tête. Je me suis dirigé vers ma voiture. Je me suis assise dans la voiture de location dans l'allée, et je n'ai pas pleuré. J'ai tenu la lettre de Yale sur mes genoux, et j'ai pensé à qui j'aurais été si j'y étais allé. J'ai pensé au studio à New Haven, au professeur, à la cohorte de personnes qui voyaient les mêmes choses que moi de la même manière. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées dans le Michigan, à Chicago et à Portland à construire la preuve que je valais quelque chose sans que personne ne me la donne. Et puis j'ai posé la lettre sur le siège passager et j'ai conduit jusqu'à mon hôtel, je suis entré sous la douche et je me suis laissé ressentir tout le poids de la situation pendant exactement 20 minutes. Puis je me suis séché, j'ai commandé de la nourriture thaïlandaise dans ma chambre, j'ai appelé la ligne d'urgence de la docteure Okafor et j'ai laissé un message résumant ce qui s'était passé, puis j'ai appelé Maya et j'ai parlé pendant 1 heure, et ensuite j'ai dormi. Au cours des 3 jours suivants, j'ai fait ce pourquoi j'étais venu. Je me suis assise avec mon frère et j'ai élaboré un plan de soins pour l'opération et la convalescence de mon père. J'ai trouvé un défenseur des patients par l'intermédiaire de l'hôpital de l'Université du Michigan qui pourrait gérer la communication entre l'équipe de mon père et notre famille. J'ai créé un document partagé avec chaque médecin, chaque rendez-vous de suivi, chaque numéro de référence d'assurance, avec un code couleur. Mon frère l'a regardé et a dit, « Comment fais-tu ça, tout simplement ?» J'ai dit, « Je suis doué pour rendre clair des choses compliquées. C'est littéralement mon travail. » Il a ri. C'était un rire surpris.
Le genre qui vient quand on voit soudainement quelqu'un différemment. J'ai eu une autre conversation avec mon père avant de rentrer. Il était plus clair ce jour-là, plus lui-même. Il m'a demandé ce que j'allais faire de la lettre. Rien, ai-je dit. Elle est à moi. Je vais la garder. Il a hoché la tête. Tu aurais pu faire quelque chose avec ce programme. J'ai fait quelque chose sans. C'est vrai. Il m'a regardé. Tu es exceptionnelle, Rachel. Tu étais exceptionnelle à 17 ans, et j'en avais peur, et j'ai commis une erreur que je ne peux pas réparer. Je comprends si tu ne peux pas me pardonner pour ça. Je ne sais pas si je peux, ai-je dit, honnêtement. Je ne vais pas te dire que je te pardonne alors que je ne sais pas si c'est encore vrai. Ce que je peux te dire, c'est que je suis là, que l'opération est programmée et que des gens compétents vont s'occuper de toi. C'est ce que je peux te donner pour le moment. Il est resté silencieux pendant un long moment. C'est plus que ce que je mérite. Probablement, ai-je dit, et je le pensais sans cruauté. Je suis retourné à Portland un dimanche. À l'aéroport, j'ai acheté un café noir, je me suis assise à la porte d'embarquement et j'ai regardé la lettre de Yale une dernière fois. Puis je l'ai pliée et je l'ai mise dans la poche avant de mon bagage à main. Et j'ai fermé la fermeture éclair et j'ai laissé la lettre être ce qu'elle était. La preuve de quelque chose que j'avais toujours été. Découverte trop tard pour changer le chemin, mais pas trop tard pour l'emporter avec moi. Mon père a été opéré en novembre. Tout s'est bien passé. Il a passé 12 jours à l'hôpital, puis 3 autres semaines dans un centre de rééducation à Ann Arbor. Je n'étais pas là en personne pour quoi que ce soit. Nous avions établi un système. Mon frère gérait le côté médical, et je gérais la partie administrative à distance, ce qui était la bonne répartition des forces. Ma mère m'envoyait des nouvelles par texto. Et je répondais à tout le monde. C'était nouveau. C'était quelque chose. Mon frère et moi nous parlons maintenant. Pas toutes les semaines, mais parfois, quand il a terminé une longue garde et que je finis au studio, il appelle et nous parlons de tout et de rien. Sa résidence, une série que j'ai regardée, un patient auquel il pense. Une fois, il m'a posé des questions sur les cours de céramique, et je lui ai envoyé une photo d'un bol que j'avais fait, et il a dit, c'est vraiment magnifique, Ra. Et j'ai dit, je sais. Il a ri. Mon père m'a envoyé un courriel en décembre. Long, prudent, clairement écrit après plusieurs brouillons. Il parlait de sa convalescence, des choses auxquelles on pense quand on a passé 12 jours dans un lit d'hôpital. D'une conversation qu'il avait eue avec sa chirurgienne, une femme plus jeune que lui, qui avait des opinions très claires sur ce qui comptait. Il a dit qu'elle lui rappelait moi. Il a dit qu'il y avait beaucoup pensé. Il n'a pas redemandé pardon. Il a juste écrit ce qui était vrai et l'a envoyé. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai laissé dans ma boîte de réception pendant 4 jours, comme on laisse reposer quelque chose quand on ne sait pas encore quoi en faire, mais qu'on sait que cela mérite plus qu'une réponse rapide. Puis j'ai répondu. Pas grand-chose, juste que je l'avais lu, que j'appréciais qu'il l'ait dit et que j'étais contente que l'opération se soit bien passée. J'ai signé, Rachel. Pas amitié, pas à bientôt, juste mon nom. Cela semblait juste. Ni fermé, ni ouvert, juste honnête. Ma mère et moi travaillons encore à comprendre ce qu'elle savait et pourquoi elle est restée silencieuse. C'est plus lent. Certaines choses le sont. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'elle comprenne que choisir de garder le silence est aussi un choix, que cela a des conséquences et que je ne vais pas prétendre que ce n'est pas le cas. Elle a dit qu'elle comprenait. Je ne sais pas encore si c'est vrai, mais elle essaie, et je la laisse essayer depuis une distance que je contrôle. La lettre de Yale est maintenant encadrée dans mon appartement à Portland, sur le mur au-dessus de ma table à dessin. Non pas parce que j'ai besoin de la validation. J'ai cessé d'en avoir besoin de cette direction particulière il y a longtemps. Je l'ai encadrée parce qu'elle est à moi, parce que quelqu'un l'a vue un jour, que mon père l'a prise et l'a mise dans un tiroir, et que j'ai passé 13 ans sans savoir qu'elle existait. Et maintenant, je sais. Et je suis la seule à pouvoir décider de ce que je fais de cette connaissance. Les gens me demandent si je regrette les 5 dernières années, le silence, la distance, les vacances que j'ai passées avec Maya et Dom au lieu de conduire jusqu'à Saline. La réponse est non. Je serais retourné trop tôt. Je serais retourné avant de savoir vers quoi je retournais,
ce qui est le moyen le plus sûr de perdre ce que l'on a construit. Le silence m'a donné Portland et Fonderie Créative, Vespé et les cours de céramique le dimanche matin, la médaille du semi-marathon, la docteure Okafor et 2 amis qui ressemblent plus à une famille que la plupart de ma vraie famille ne l'a jamais fait. Le silence n'était pas une punition. C'était une construction. Je construisais quelque chose là où il n'y avait eu qu'un terrain vague. Je ne sais toujours pas si ce que je fais avec mes parents est une réconciliation ou quelque chose de plus petit, de plus prudent, quelque chose qui n'a pas encore de nom évident. Je ne suis pas pressé de le nommer. Je connais mes limites. Je sais ce dont j'ai besoin. Je sais que je partirai au moment où l'un de ces éléments commencera à me coûter plus que ce que je peux me permettre. Ce n'est pas de la cruauté. C'est à cela que ressemblent 5 ans de travail acharné en pratique. Si vous avez écouté jusqu'ici, merci. Si vous vous êtes déjà assis à une table et avez été la chute d'une blague, si vous avez déjà été celui ou celle qui se cherchait encore pendant que quelqu'un d'autre recevait une ovation debout. Si vous avez déjà bloqué un numéro et êtes resté éveillé en vous demandant si vous aviez pris la bonne décision ou si vous étiez juste en train de faire du drame, vous ne l'étiez pas. Les personnes qui ont besoin que vous doutiez de vous-même sont celles qui ont besoin que vous restiez petit. J'ai une question avant de partir. Et je n'ai sincèrement pas la réponse. Si vous trouviez une lettre, quelque chose qui vous a été enlevé, quelque chose qui prouvait que vous aviez toujours été suffisant bien avant que vous ne le croyiez, qu'en feriez-vous? La laisseriez-vous réécrire votre passé? La laisseriez-vous clore quelque chose? Ou l'encadreriez-vous sur le mur et la laisseriez-vous simplement être vôtre? Laissez-moi un commentaire. Je les lis tous. Je m'appelle Rachel Hall. J'ai 29 ans. Je ne me cherche plus. Je me suis trouvé il y a 5 ans, seul sur un parking à Ann Arbor. Au moment où j'ai décidé que le rire à mes dépens était la dernière chose que je supporterais sans rien dire. Je n'ai jamais eu besoin que quelqu'un le voie en premier. J'avais juste besoin de le savoir. S.